Bonjour à toutes et tous, on est très content de vous retrouver pour cette deuxième pré-matinale du Média avant le lancement officiel de la matinale prévue le 4 octobre. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous avoir suivis en live jeudi dernier. L'émission est d'ailleurs toujours disponible en replay sur la chaîne YouTube du Média. Vos innombrables retours enthousiastes nous touchent et renforcent notre détermination à vous proposer une matinale ambitieuse qui entend équilibrer le débat public pris en otage par les idéologues de l'extrême droite. Merci pour la force, merci pour vos dons. C'est vous et seulement vous qui faites vivre cette matinale. Il ne reste plus que 10 jours pour contribuer à notre cagnotte citoyenne et populaire. Pour faire un don, rendez-vous sur la page Ulule. Le lien figure en description de la vidéo. J'ai toujours le plaisir d'avoir à mes côtés Théophile. Bonjour Théophile. Salut Nadia. Un portateur de la titrologie devenue célèbre. Il passera en revue les unes de la presse française. Pour commenter l'actualité également avec nous, on reçoit Taha. Bonjour Salut, Taha. Nadia. En grande forme, Ouais. malgré les milliers d'insultes racistes et menaces dont tu fais l'objet ces derniers jours. Merci à Emmanuelle Walter, rédactrice en chef d'Arrêt sur Image, d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, on parlera de la fascisation des médias incarnés par Éric Zemmour, du scandale du fichage ethnique et politique par le site d'extrême droite F de Souche, et on diffusera l'intégralité de l'interview de Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste. Alors on démarre cette matinale avec la titrologie. Théophile. Alors, une fois n'est pas coutume, l'actualité internationale prend une place prépondérante à la une des quotidiens nationaux d'aujourd'hui. Il faut d'autant plus le noter qu'il y a des choses à dire en vrai en ce moment sur la politique politicienne française. On peut spéculer en se disant, tiens, en ce moment, la France vit une sorte de déchirure, il y a un camouflet infligé par l'Australie et les États-Unis dans le cadre de l'affaire des sous-marins, et donc que ça nous rend plus sensibles à la place de la France dans le monde, et donc à la marche du monde, tout simplement. Bref. On va arrêter de spéculer, on va titrologuer. À la une de Libé, on devine l'ombre de la chancelière allemande sortante Angela Merkel aux affaires depuis 2005, c'est-à-dire quand même depuis 16 ans en gros. Elle a eu comme interlocuteur côté français Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, et elle leur a fait peur à tous. Bref, ne soyons pas trop mauvaise langue contre nos dirigeants. Libé titre « Muti, c'est fini ». Alors, vous connaissez la référence. Capri, c'est fini. Beaucoup trop jeune, non, je ne connais pas. Et dire que c'était là. Bref, je pense que je suis un peu gênant. Donc, muti, ça veut dire, on dit muti et pas mouti. Muti, ça veut dire maman. Et Merkel était un peu la maman de l'Allemagne selon Merkel. Et elle s'en va après, selon Libé. Et elle s'en va après un très long règne. Et Libé se penche sur le dossier dans un long ensemble spécial Allemagne, qui explique en gros que le bilan de maman est mitigé sur des fronts aussi divers que la transition énergétique, la fracture Est-Ouest ou les questions de genre. Alors, un peu bizarre, Libé consacre 2 pages au look d'Angela Merkel et à ses célèbres tailleurs. On a regardé la une de Libé, on continue avec la une de La Croix qui de son côté revient sur l'affaire des sous-marins que l'Australie devait acheter à la France avant de s'acoquiner avec les États-Unis. Une fois le traumatisme national passé, le quotidien Cato se pose une question indo-pacifique. Quels alliés pour la France après ce qu'il appelle le retournement de l'Australie? Bon, spoiler, aucun allié n'est disponible. Paris compte sur l'européanisation de sa querelle avec Canberra et Washington. Mais Londres est maqué avec Washington et Berlin estime que l'idée d'une autonomie européenne en matière de défense est une illusion. En gros, Paris devra composer avec des Indiens qui ont besoin des États-Unis dans leur rapport de force avec la Chine et de pays comme l'Indonésie et la Corée du Sud où son influence est très limitée. Dans ce moment de grand doute, Ouest France met à sa une un sujet à la fois interne et international, mais passionnant, les énergies renouvelables marines dans lesquelles la France veut rattraper son retard. Toujours au sujet de l'international, les Échos y mettent à leur une un sujet dont on entendra parler sans doute et reparler dans les semaines et les mois qui viennent, les bourses mondiales face au risque chinois. Alors c'est quoi le risque chinois? Une sorte de bulle spéculative sur l'immobilier dont l'incarnation est la firme Evergrande, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Evergrande, c'est le numéro 2 du secteur donc immobilier dans le pays. Et sa faillite annoncée a déjà fait vaciller la bourse de Hong Kong, Wall Street et la bourse de Paris, alors même que la bourse de Shanghai est fermée, ce qui limite l'angle de choc pour l'instant. Bref, c'est une affaire qui ressemble
furieusement à la crise des subprimes, partie de la faillite de la banque Lehman Brothers. La crainte est qu'après la crise sanitaire, une crise économique mondiale parte à nouveau de la Chine. Mon petit doigt me dit qu'on va en reparler de ce sujet dans cette matinale. Bref, revenons à nos affaires franco-françaises qui ne sont pas non plus oubliées par les quotidiens nationaux. Le Monde met à la une un sujet important mais habituellement traité de manière plus marginale, un sujet de rentrée, l'université face à un afflux massif d'étudiants. 1 700 000 étudiants retournent en cours ou entrent à la fac cette année, soit 500 000 de plus qu'il y a seulement 10 ans, dans un contexte de sous-financement et de Covid. Alors, si on ne pouvait pas prévoir le Covid, on savait depuis 20 ans qu'il y aurait cet afflux, vu que les enfants du baby-boom de 2000 devaient bien arriver un jour ou l'autre à l'université. Voici un sujet plus important, n'est-ce pas, que les sketchs de notre bien-aimé président avec McFly et Carlito. En manchette, Le Monde évoque la primaire écolo et son second tour incertain. L'UMA revient sur le 20e anniversaire de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, responsable de 39 morts et de milliers de blessés. Où en est-on aujourd'hui donc du risque industriel ? Rappelons qu'aujourd'hui, il y aura un parcours mémoriel qui sera officiellement organisé malgré les divergences entre les associations de victimes, certaines refusant catégoriquement de manifester aux côtés des représentants de Total, qu'elles estiment responsables de la catastrophe. À la une du Figaro, à quelques mois des élections, Macron multiplie les promesses aux policiers, aux travailleurs de la justice, aux travailleurs du monde de la santé, etc., etc. C'est Noël en été, ironise donc le quotidien du groupe Dassault qui n'en finit pas de répéter que les caisses sont vides. En tout cas, pas les caisses de Dassault, manifestement. Toujours dans le registre de la politique politicienne, le quotidien L'Opinion, qui se définit comme pro-business, s'interroge sur Macron et le timing de sa pré-campagne présidentielle. Macron, candidat tôt ou candidat tard ? Merci Théophile. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, on continue avec la politique politicienne, avec une figure dont on parle trop et qui a réussi à imposer les termes du débat public grâce à la complaisance des médias. Éric Zemmour, c'est le candidat non-candidat qui transforme chacune de ses prises de parole en meeting politique. Le paradoxe est là, Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat, il est éditorialiste politique. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande que son temps de parole soit décompté comme un candidat à la présidentielle. C'est assez inédit, surtout que le CSA rappelle régulièrement sa mission de défense du pluralisme et de la liberté éditoriale des médias. Alors il faut le dire aussi quand même, Éric Zemmour joue un petit peu sur les mots, car sa campagne s'accélère, tout se met en place, ses parrainages, son financement, son programme. Mais vous l'avez dit, tant qu'il n'est pas officiellement candidat, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Mais reconnaissez, Françoise, qu'avec Éric Zemmour, on a un cas quand même très particulier. Il n'est plus vraiment journaliste, il n'est pas encore complètement candidat. Comment traiter ce cas ? La loi, c'est la loi. C'est pour ça qu'il y a des textes de loi. Si le code de la route interdit de franchir la ligne jaune, si vous mettez votre clignotant parce que vous avez l'intention de la franchir, tant que vous ne l'avez pas franchie, on ne peut pas vous retirer votre permis. Point final. Peut-être qu'en effet, Éric Zemmour sera candidat, mais de toute façon, en droit, le CSA n'a aucun fondement juridique pour sa décision. Ce qui m'embête dans toute cette histoire, c'est que le débat qu'on a là tout de suite, on aurait pu l'avoir il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois. C'est ça fait longtemps que ça dure. Voilà. Ouais. Est-ce que vous dites que le CSA sort parce qu'il est tout d'un coup potentiellement candidat, et tout d'un coup, tout le monde défend Éric Zemmour en disant c'est parce qu'il veut être candidat qu'il est. Non, il y a un moment déjà qu'on aurait pu se mettre à s'intéresser au temps de parole et au temps d'antenne qui est occupé par Éric Zemmour et pas mal d'autres polémistes, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Moi, je ne suis qu'un ancien membre du CSA, donc je vous parle en tant que ce que j'ai pu vivre moi de l'intérieur. Moi, je crois que tout simplement, le CSA a mis en application les textes. Bien sûr que les médias ont leur part de responsabilité, évidemment. Nous avons fabriqué Éric Zemmour. Et l'autocritique là-dessus, Tintin. Et puis, nous avons fabriqué Éric Zemmour comment ? En lui donnant la parole, en ne le contrariant pas, en lui laissant dire n'importe quoi. L'interview du Corriere della Sera, ça a été un scandale. Un scandale. Moi, j'étais à RTL à l'époque. Eh bien, le lendemain matin... Il a été viré d'ITélé après ça. Le lendemain matin, Éric Zemmour est allé sur RTL et Yves Calvi a fait une interview. Éric, vous êtes mal expliqué, on ne nous a pas bien compris. Vous pouvez nous expliquer, Éric ? Bon. Écoutez, c'est pitoyable.
Ce ne sont pas les journalistes qui ont fabriqué le phénomène Éric Zemmour, c'est la réalité, c'est ce que ressentent les gens au quotidien. C'est l'un des seuls à mettre en avant des problématiques et à ne pas être dans cette langue de bois que Marine Le Pen a adoptée, que toute la gauche et toute la droite ont adoptée. Et c'est ça le problème. Alors moi, je ne suis pas d'accord, encore une fois, avec tout ce qu'il dit, mais il a quand même le mérite de mettre en avant des constats sur l'immigration, sur l'assimilation, sur ce qui se passe en banlieue. Et moi, j'ai plein d'amis de gauche qui me disent mais décidément, Zemmour, vous êtes tous des amis de gauche. Zemmour, c'est pas bien, c'est sale, c'est mal, etc. Mais ils me disent, mais là-dessus, il a raison. Mais là-dessus, il a raison. Bon, navré de devoir vous faire supporter ça de bon matin au petit déjeuner, mais en même temps, c'est ce que nous servent les médias mainstream depuis au moins 2 ans. Avec nous, Emmanuelle Walter, rédactrice en chef d'Arrêt sur Image, pour parler de la fascisation des médias. Est-ce que vous nous entendez, Emmanuelle? Alors, on voit Emmanuelle, mais on ne l'entend pas. Bref, je pense que nous allons nous-mêmes évoquer cette question. C'est vrai que le week-end dernier a été marqué par, une fois de plus, le feuilleton Zemmour qui était à Nice pour une dédicace qui s'est transformée en meeting. Et globalement, en fait, il crie à la censure, mais depuis qu'il n'a plus son rond de serviette à CNews, en fait, il a démultiplié sa présence dans l'ensemble des médias nationaux, surtout la télévision. On l'invite sur BFM, on l'invite sur le service public, on parle de lui, même quand on l'invite pas, et même quand on le critique, ça contribue en fait à donc nous aussi quelque part on y participe, mais en fait, on voulait avec Emmanuelle Walter déconstruire en fait la fascisation des médias, c'est-à-dire en fait ce processus qui emmène finalement la droite à aller toujours de plus en plus à droite et à banaliser un certain nombre de discours. Notamment, on s'est rendu compte de ça avec Causeur, qui finalement, comme l'indiquait Arrêt sur Image dans un article, double valeur actuelle sur sa droite en faisant une épouvantable sur le grand remplacement, mettant des bébés qui sont censés préparer ce grand remplacement, c'est-à-dire en fait la cible c'est devenu nos enfants, et c'est quelque chose d'assez incroyable. Et bon, on voulait en parler avec Emmanuelle. Je ne suis pas sûr que ça puisse se faire. Mais en tout cas, on va essayer de la voir. Entre-temps, ce serait peut-être bien qu'on passe au sujet d'Irving. Mais très rapidement, donc finalement, cette décision du CSA de bannir Éric Zemmour en fait, des antennes vient plutôt servir sa campagne présidentielle, lui qui crie à la censure. Bien entendu, en fait, c'est une sorte de victimisation paradoxale, puisque quand même, il est sponsorisé par tout un système médiatique qui part des milliardaires qui contrôlent en fait un grand nombre de secteurs économiques du pays, jusqu'à la classe politique et même nos confrères journalistes qui, pour une partie d'entre eux, ne sont pas très au clair en fait avec cet homme, parce que manifestement, ils aiment l'avoir comme curseur. Et finalement, même s'il se pose un peu en décalage par rapport à ce curseur, l'existence de ce curseur permet de pousser tout le monde dans une direction qui est inquiétante pour les années à venir. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous lançons cette matinale, malgré donc nos faibles moyens, parce que nous pensons que c'est le moment de... On ne peut pas laisser passer cette campagne électorale sans affirmer notre singularité et aussi faire comprendre à l'opinion publique qu'il n'y a pas juste une seule manière de raconter cette campagne, il n'y a pas juste une seule manière de faire du journalisme. Voilà, c'est un peu le défi de cette matinale. Et on l'a vu, on a vu que parmi les anciens membres du CSA, ils sont assez divisés sur cette décision. Certains estiment qu'elle vient finalement transgresser la loi. D'autres, comme on l'a vu, Rachida Arab, considèrent que même cette décision vient un petit peu trop tard. Quel est ton sentiment dessus, Théophile ? Alors je pense que ça ne peut pas être un débat juridique, c'est un débat politique. Et celui qui en fait judiciarise ou bien juridicise ce débat, c'est parce qu'il est mal à l'aise avec les termes politiques du débat. C'est-à-dire que, est-ce que dans notre pays, l'ensemble du spectre politique est égalitairement représenté dans les médias mainstream ? Je ne pense pas. Et est-ce qu'il y a des idées qu'on peut accepter de promouvoir en république ? C'est-à-dire dans un cadre
cadre où finalement l'égalité des citoyens devant la loi, où un certain nombre de conquêtes sont censées être acquises. Non, en fait, un discours qui consiste à dire que, en fait, à violer la loi, à se faire condamner pour incitation à la haine raciale, ne peut pas être un discours promu à longueur de journée par les médias. Que la personne ait l'intention de devenir candidate aux élections présidentielles ou pas. C'est ça le débat, en fait. Et c'est le débat que certains évitent en entrant dans le détail des règles du CSA, qui, au fond, ne sont que des règles ad hoc, dans la mesure où c'est le bon sens qui guide l'évolution de ces règles-là. Est-ce que Françoise l'aborde, puisque c'est elle qui s'insurgeait contre cette décision du CSA, semble oublier, c'est qu'il y a une notion justement juridique, on parle de dirigeant de fait, lorsqu'il n'est pas inscrit dans les statuts, on pourrait considérer après tout qu'Éric Zemmour est qu'un candidat de fait, ce qui constituerait peut-être un précédent. Enfin, on espère Christine pouvoir... Kelly, d'ailleurs, est une ex du CSA. Exactement, oui, qui justement aussi un petit peu se lamentait et regrettait cette décision. On rappelle quand même que Christine Kelly est très amie avec Éric Zemmour et on n'est pas sûr qu'elle puisse atteindre une certaine, en tout cas, forme d'objectivité dans ce débat. On espère poursuivre cet échange avec Emmanuel Walter, mais on va continuer un petit peu avec l'actualité internationale. Irving, notre cher confrère Irving Magie, revient sur cette une qui fait grand bruit. Jeudi 16 septembre dernier, l'Australie annulait le contrat du siècle, un contrat de 35 milliards d'euros portant sur une douzaine de sous-marins conventionnels français. Dans la foulée, l'Australie s'engage dans une alliance militaire indo-pacifique avec les États-Unis et le Royaume-Uni, avec lesquels elle signe un contrat d'armement pour s'offrir des sous-marins à propulsion nucléaire. Jean-Yves Le Drian n'a pas tardé à réagir en rappelant ses ambassadeurs présents en Australie et aux États-Unis. Il a également fustigé le gouvernement australien, allant jusqu'à parler de mensonges et de trahison et compare Joe Biden à Donald Trump. C'est chaud. Mais comment cette crise est-elle perçue aux États-Unis? Quelle place la France de Macron a-t-elle dans l'agenda géopolitique de Joe Biden? Où se situent les intérêts géostratégiques des États-Unis dans cette affaire? Pour décrypter tout ça, notre journaliste Irving Magie a interviewé notre spécialiste de la politique américaine, Christophe Politokoboy. En fait, la France avait décroché en 2016 un contrat d'armement avec l'Australie portant sur 12 sous-marins pour un montant de 35 milliards d'euros estimé à l'époque, ce qui avait été qualifié de contrat du siècle, à la fois par la taille et puis aussi une importance pour la diplomatie française et ses efforts géopolitiques pour s'insérer dans l'indo-pacifisme et toujours dans ce souci d'approche multilatérale. Donc c'était un véritable succès diplomatique et commercial pour la France. Et c'est ça qui a été remis en cause brutalement. Pour la France, non seulement on perd un gros contrat très intéressant d'un point de vue industriel, mais c'est aussi le fait d'avoir été exclu des négociations, d'avoir appris ça à la dernière minute, juste avant le communiqué de presse. Les États-Unis sont vraiment dans une logique maintenant, on l'avait déjà vu avec Trump, et Biden continue sur cette voie, une logique de confrontation avec la Chine, que ce soit sur le point de vue commercial, où l'Australie elle-même a eu ces relations qui se sont beaucoup détériorées avec la Chine ces 2 dernières années, donc commercialement et aussi militairement. Donc les États-Unis, ils ont vu une opportunité de se servir de l'Australie pour renforcer leur position militaire face à la Chine avec ses sous-marins à propulsion nucléaire qui sont beaucoup plus difficiles à détecter que les sous-marins à propulsion classique. Est-ce que c'est une crise pour Joe Biden? A priori, non, en tout cas pas au début, puisque les médias américains, d'abord, il faut savoir, les Américains en général se soucient peu de politique étrangère. Ici, ce qui a été vraiment couvert dans les médias américains au départ, c'était surtout le transfert de technologie avec l'Australie et l'annonce du contrat. Le fait que la France perdait le contrat et se sentait trahie, ce n'était pas vraiment quelque chose qui rentrait dans les considérations des médias. Et au départ, lorsque Le Drian a parlé de comportement digne de Trump en parlant de Biden, l'attachée de presse de la Maison-Blanche a été interrogée sur ses propos et elle a un peu haussé les épaules, l'air de dire les Français s'en remettront, Biden, ça lui passe au-dessus, ce genre de remarques, il s'en moque un peu.
Mais par contre, le rappel de l'ambassadeur a déclenché une prise de conscience. Donc, on a vu plus d'articles et de discussions sur les chaînes américaines suite à la colère des Français, telle qu'elle était qualifiée. Et c'est ça qui a poussé Joe Biden à prendre l'initiative de téléphoner à Emmanuel Macron. Donc, il y aura une conversation dans les jours qui viennent, probablement pour essayer de réparer un peu les dégâts et rétablir la confiance. Ce qui montre quand même que les États-Unis avaient mal anticipé la réaction française, ce qui prouve peut-être qu'ils ont pris l'habitude de ne pas donner beaucoup de considération à leurs alliés, en particulier la France. Donc l'agenda de Joe Biden, il s'inscrit déjà dans la continuité d'Obama et de Trump, c'est-à-dire c'est ce fameux pivot qui avait été annoncé avec on se désintéresse entre guillemets de l'Europe pour se recentrer sur l'Asie et la Chine. Donc ça reste quand même un partenaire, mais on voit que toujours les États-Unis sont dans cette logique où ce sont eux les chefs et nous on est là un peu pour les servir. On a vu ça en Afghanistan où ils ont pris la décision de manière unilatérale de retirer leurs troupes. Et là, c'est la Grande-Bretagne qui était furieuse, mais qui n'a rien pu faire d'autre que d'accepter et a été placée devant le fait accompli. Et la France, là, subit un peu le même traitement, mais avec en plus le fait que tout ça a été négocié derrière son dos, donc ça rend la pilule encore plus amère. Emmanuel Walter, alors, je crois que la communication est enfin possible avec vous. Vous nous entendez, Emmanuel ? Ah, très bien. Alors, vous m'entendez, mais en revanche, nous, on ne vous entend pas sur le plateau. Alors, on rappelle qu'Emmanuel Walter est rédactrice en chef d'Arrêt sur Image et qu'elle a énormément déjà déconstruit, rappelé et expliqué comment s'est construit en tout cas cette fascisation des médias, à travers notamment la figure d'Éric Zemmour, qui a été propulsé, fabriqué même, on peut dire, Théophile, par les médias. Vous nous entendez, Emmanuel ? Je pense, Nadia, qu'on va passer notre tour pour cette fois. Oui. On va revenir sur le sujet, mais je pense qu'il est temps de continuer avec notamment Taha, qui justement a été une des victimes, des souffres-douleurs disons de cette fascisation de la société et notamment de la montée en puissance de médias qui ne sont même pas fascisés, mais qui sont fascistes. Donc c'est ce récit-là que tu voulais porter aujourd'hui. Alors, on a révélé il y a quelques jours l'existence d'une liste. Une liste qui a été établie par un site d'extrême droite qui s'appelle F de Souche, qui est assez connu, c'est des centaines de milliers de visites quotidiennes. C'est un site extrêmement agressif qui est sur des thématiques qui sont chères à l'extrême droite, l'immigration, l'insécurité, l'islam. Et donc ils ont créé une sorte de fichier en 2019 qui recense les personnes qui ont appelé à voter et qui ont appelé à marcher contre l'islamophobie. Et donc, ils ont appelé ce fichier le fichier des islamo-gauchistes. Et donc, dans ce fichier, il y a un certain nombre d'élus, de politiques, d'imams, d'artistes, de journalistes. Tous ont un point commun, c'est qu'ils sont qualifiés d'islamo-gauchistes. Et pour certains, il y a des catégories qui sont créées. Donc, il y a leur boulot, leur positionnement politique, leur positionnement philosophique. Certains sont classés par leurs opinions religieuses, certains par leur identité sexuelle. Donc c'est une sorte de fichier qui est là pour intimider, pour classer les gens. On ne sait pas ce qu'ils en ont fait, on sait ce qu'ils peuvent en faire. Et donc, on a révélé il y a quelques jours l'existence de ce fichier et d'un second fichier qui, lui, classe plus de 797 collectifs et associations de défense des migrants, donc qui viennent en aide aux personnes exilées, avec leurs adresses, leur numéro de téléphone, leur champ d'action géographique, leur mail, leur site internet, etc. Donc tout un tas d'informations. On rappelle qu'un des administrateurs de ce site est Damien Rieu, qui est membre donc de Génération Identitaire, qui ont mené des actions contre des personnes exilées, notamment les actions les plus médiatisées sont celles dans les Alpes où c'était avec leur petite doudoune bleue Defend Europe.
Et donc, on sait qu'il y a quand même une sorte d'inquiétude à avoir quant à l'établissement de ce genre de liste avec ces données personnelles. On rappelle aussi que le terroriste de Christchurch, donc qui a tué des musulmans dans une mosquée en Nouvelle-Zélande, avait fait un don à Génération Identitaire, qui est une organisation qui a été dissoute, qui est dangereuse, qui comporte des membres qui sont violents, qui prévoyaient de faire des attentats. Moi, je pense à ce documentaire de Al Jazeera qui montrait ce bar à Lille, la Citadelle, qui est fréquenté donc par ces membres de Génération Identitaire. Donc, il y a lieu à s'inquiéter, et donc ça a soulevé une indignation dans la classe politique, plutôt à gauche, puisque c'est plutôt les gens à gauche qui sont ciblés, donc de la France Insoumise jusqu'à Europe Écologie Les Verts, en passant par le PCF et Génération. Et donc ça a soulevé une indignation. Et donc on a décidé, parce que moi aussi je figure sur ce fichier, de faire une plainte collective. Et donc une plainte qui sera déposée ce matin même par Maître Arié Halimi. Et donc on est allé à sa rencontre hier pour qu'il nous explique un peu juridiquement ce qu'on peut reprocher à l'établissement de ce fichier. Et il nous explique. On écoute. C'est une plainte qui regroupe pour l'instant 71 personnes, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus. C'est une plainte qui vise le traitement illicite de données personnelles et la constitution d'un fichier, en fait, puisque vous savez, il y a des règles en matière pénale et la loi prévoit que quand on veut constituer un fichier de personnes, il faut leur demander leur consentement, ou bien il faut aviser la CNIL. Et puis surtout, il y a des fichiers qui prennent en considération l'identité sexuelle, l'identité de genre, la confession, l'appartenance politique, qui sont bien évidemment interdits sans le consentement de la personne. Donc c'est ça qui est visé, puisque le fichier qui a été retrouvé sur le site internet de F de Souche par le journaliste Abou Hafs constitue plusieurs infractions pénales. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui sont visées, qui pour certains sont à l'origine d'un appel, l'appel d'une manifestation du 10 novembre 2019. Cette manifestation, c'était une manifestation contre l'islamophobie. Cet appel, avec les noms des signataires, ont été publiés sur le blog de Mediapart. Et c'est sur la base de cet appel que le site F de Souche a repris le nom de ces personnes. Mais ils ne se sont pas contentés de les reprendre. Ils ont également transformé et catalogué ces personnes en raison de leur appartenance politique, en raison de leur appartenance syndicale, faisant des commentaires sur leur genre sexuel, par exemple. Il y a marqué transgenre pour une personne, en faisant des commentaires sur leur confession, en faisant des commentaires sur leur orientation politique. Et c'est tout ça qui est visé dans la plainte qui va être déposée au parquet mardi matin. Je suis sur le fichier puisque j'avais moi-même appelé, j'en suis relativement fier, à la participation à cette manifestation. Sauf que là, j'interviens en tant qu'avocat et donc je ne dépose pas plainte parce que je ne peux pas être à la fois plaignant et avocat, c'est compliqué. Donc je ne dépose pas plainte. En revanche, je suis avocat et je suis également militant parce que je suis membre de la Ligue des droits de l'homme. Et effectivement, il y a un véritable danger à la constitution de ce type de fichiers. Ce sont des fichiers qui, dans l'histoire, ont été utilisés à maintes reprises pour arrêter, surveiller, voire plus, en termes de rétorsion, des personnes à raison de leur appartenance politique ou de leur appartenance confessionnelle ou de leur orientation sexuelle. C'est ce type de fichier constitué par l'extrême droite qui constitue une base pour permettre une répression de militants politiques ou de militants associatifs ou syndicaux. Voilà, c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'on en revienne à la constitution de fichiers pour permettre de réprimer une opposition politique ou syndicale. Il est probable que, compte tenu des commentaires qui sont indiqués, compte tenu de l'agressivité de ce site internet, qui est une pierre angulaire de l'extrême droite, mais qui, quand on y réfléchit bien, est également, en termes d'idées et d'idéologie, repris par le gouvernement. Quand on songe aux propos de M. Blanquer ou de Mme Vidal sur les islamo-gauchistes dans les universités, on se rend compte qu'il y a un véritable macartisme en France actuellement. Et effectivement, il y a une dangerosité à voir un arc
qui va du printemps républicain jusqu'à l'extrême droite, faire front commun pour réprimer les militants politiques et syndicaux en raison de leur appartenance politique, à gauche surtout. Voilà ce qui est dangereux. On a peur simplement à un moment ou à un autre d'être visé par l'État ou par des groupuscules d'extrême droite. Il y a un deuxième fichier qui a été trouvé également par Taha Bouab. C'est ce fichier liste un très très grand nombre d'associations qui viennent en aide des réfugiés, des populations migrantes. Et ça, en revanche, ça ne vient pas d'un blog. Il a vraiment été constitué à l'occasion pour probablement cibler ces organisations. Et je crois qu'il y a là aussi une volonté de cibler, de stigmatiser ces associations. Ce qui est encore un peu plus inquiétant que ça, c'est qu'il y a des adresses et des numéros de téléphone qui sont indiqués pour ces organisations, pour certaines de ces organisations. Et là, ça donne effectivement la possibilité à des groupuscules d'extrême droite, violents, voire à d'autres types de groupuscules, de s'en prendre directement aux dirigeants ou aux sociétaires de ces organisations. Donc c'est vraiment très très inquiétant ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle bien, toutes ces personnes ont décidé de déposer plainte et de dire que bien, on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il fallait faire cesser ce type de fichage et peut-être même demander peut-être la dissolution ou la fermeture de ce site internet qui a dépassé les bornes. On attend surtout que l'enquête soit ouverte et que le site F de Souche fasse l'objet d'une véritable enquête afin d'arrêter ce type d'exaction. Ce que je peux vous dire également, c'est que la CNIL a très rapidement ouvert une enquête administrative. Ce que je regrette, c'est que le parquet ne l'ait pas fait immédiatement. Taha, tu voulais peut-être compléter un petit peu ton propos au sujet de ce fichage. Je tiens quand même à rappeler que le député Éric Coquerel, donc le député de Seine-Saint-Denis, a fait une lettre, une question écrite au gouvernement, donc à Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, pour l'interpeller officiellement sur cette liste. Jusque maintenant, il n'y a toujours pas de réponse. Il y a aussi l'ENAR, donc le réseau européen contre le racisme, qui a interpellé officiellement le gouvernement. Et pour l'instant, c'est le silence absolu. Des journalistes ont contacté les cabinets de Schiappa, de Darmanin, de plusieurs ministres. Et on a l'impression que pour l'instant, la consigne, c'est on ne bouge pas, on ne dit rien. Et c'est extrêmement préoccupant. Même pas. Le gouvernement n'a pas officiellement dénoncé. Il n'y a aucune communication, ni officielle, ni officieuse, même pas un tweet. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a aussi cette impression que le gouvernement ne prend pas la mesure de la gravité de la situation, de la gravité de cette affaire. Et évidemment, on ne se sent pas forcément très protégé et très serein. D'ailleurs, Taha, on le disait, toi tu as été victime d'harcèlement suite à la révélation de ce fichier. C'est aussi bon de te poser la question, comment tu te sens, comment tu gères systématiquement toutes ces vagues, toutes ces déferlantes de haine auxquelles tu fais face juste parce que tu fais ton travail de journaliste. Évidemment, c'est extrêmement violent. J'ai l'habitude des insultes quotidiennes sur les réseaux sociaux. C'est vrai que là, c'est un peu spécial parce que pendant toute une soirée, il y avait un hashtag qui était en tendance. D'ailleurs, Twitter n'a pas bougé. Qui était Bouaf sur remigration. Vous savez, quand en politique, il y a souvent de l'adversité, il y a souvent de la violence, ça secoue, c'est souvent des coups bas, etc. Mais voilà, les adversaires politiques, c'est sur les idées, sur les postures, sur les combats qu'ils portent. Et vous savez, c'est différent quand on vous attaque pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous dites. C'est extrêmement violent, c'est humiliant, c'est rabaissant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de réactions de la part des médias. J'ai reçu des appels et des propositions d'interviews de médias étrangers et très peu en réalité en France. Donc, mais il y a eu une solidarité quand même qui s'est créée. Il y a eu ce hashtag Taha n'est pas seul. Ça m'a fait plaisir. Donc j'en profite pour vous remercier. Et en même temps, voilà, nous, on ne baissera pas la tête. L'extrême droite ne nous fera pas baisser la tête, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Le combat, on continuera à le mener. On sait pourquoi aussi on mène ce combat. Et puis voilà. Et puis maintenant, je commence à être un peu habitué. Tu peux modder. Même si normalement, on ne devrait jamais s'habituer à ça.
Exactement. Courage à toi, Taha. On revient, on va parler de cette campagne présidentielle. Nous, aux médias, on ne s'est jamais caché et on a bien affirmé que cette matinale vient s'inscrire dans un temps qui est très sensible, un temps hautement important, celui des présidentielles. Et il y a une candidate qui a retenu l'attention de l'opinion publique en refusant notamment de se laisser intimider par un ministre de l'Intérieur qui pense pouvoir vivre au-dessus des lois. Oui, effectivement, c'est Sandrine Rousseau. Elle a créé la surprise cette semaine en se qualifiant face à Yannick Jadot. Ils sont coude à coude. D'ailleurs, tous les candidats sont dans un mouchoir de poche. C'était pas gagné. C'était une candidate qui a commencé sa campagne il y a 1 an. Peu de monde avait entendu parler d'elle. Le pays ne la connaissait pas. Aujourd'hui, elle est donc au second tour des primaires écologistes. C'est une candidate, une challenger face à un Yannick Jadot qui se veut rassurant pour le parti, rassurant pour la classe politique. Et on est allé la rencontrer hier. Sandrine Rousseau, bonjour. C'est fait, vous êtes au second tour de la primaire des écologistes. Comment vous analysez cette réussite? Comment vous analysez cette victoire? Cette victoire, elle dit quelque chose de ce qui est en train de se passer dans la société. Et ce mouvement de fond qui veut articuler une radicalité écologique et profiter de cette transformation pour faire l'égalité, pour obtenir l'égalité, eh bien, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été perçue par le monde médiatique ou politique, alors qu'en fait, et pour avoir milité dans le monde associatif pendant plusieurs années, elle est très puissante dans le monde associatif. Et là, ce qui change aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que les activistes, les personnes qui sont dans ces réseaux associatifs, se disent que là, c'est le moment pour agir et le moment pour s'unir. Et finalement, ma candidature, elle dit un peu ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un électorat féministe aujourd'hui? Je pense qu'il y a un électorat féministe. Et je pense même qu'il est beaucoup plus fort qu'on ne l'imagine. Vous portez cette ligne politique que vous revendiquez radicale, écoféministe, face à vous, donc Yannick Jadot, qui se veut comme le candidat rassurant face à une candidate peut-être imprévisible. Est-ce que c'est 2 visions de l'écologie qui sont irréconciliables? C'est marrant le terme imprévisible parce que je suis tout sauf imprévisible. Au contraire, je suis très prévisible. Quand je suis rentrée en campagne pour ces primaires, c'était il y a 1 an et j'ai dit exactement ce qui allait se passer. Et j'ai décrit exactement la campagne et j'ai décrit même l'arrivée du second tour. Et je ne comprends pas pourquoi on me perçoit comme imprévisible. Je pense qu'en fait, derrière le mot imprévisible, il y a un autre mot qui est que je fais peur. Mais ce que je porte est au contraire quelque chose d'une forme de réconciliation sociale. De dire, mais on ne veut plus du racisme, on ne veut plus de la misogynie et du sexisme. Et puis, on veut juste une autre société, une société où on arrête de consommer pour consommer et on arrête cette espèce de folle machine pour se poser, retrouver le sens des choses et prendre des mesures écologiques importantes. Et en fait, ça, mais c'est au contraire très pacifiant. C'est la pacification de la société. Et donc, j'ai rien d'imprévisible. En face, Jadot, par exemple, a participé à la manifestation des policiers. Il porte quand même une ligne qui est quand même différente de la vôtre, une autre vision de l'antiracisme, une autre vision des enjeux sociétaux aujourd'hui. La primaire vous oblige à faire campagne pour le vainqueur. Si Yannick Jadot gagne, est-ce que vous voterez pour lui? Je respecterai la primaire, je m'y suis engagée. Je respecterai la primaire et j'irai jusqu'au bout. Parce que précisément, je pense que c'est une construction de long terme que l'on débute là. Et ce mouvement vers la présidentielle, ça n'est qu'une étape vers une transformation majeure en France, en Europe et dans le monde. Et donc, je respecterai toute la primaire. Après, je pense qu'on ne pourra gagner, l'écologie ne pourra gagner que si elle ne faiblit pas. Et qu'elle ne faiblit pas face aux enjeux, qu'elle ne faiblit pas face aux lobbies. Et donc ça va être ça, le défi de cette élection, c'est de ne pas faiblir face à l'adversité. Parce que si on tient le cap là, alors après la présidentielle, on le tiendra aussi. Il y a une autre candidature qui se rapproche un peu de la vôtre, en tout cas sur les thématiques qui sont abordées. C'est celle d'Éric Piolle. On sait que ça a pu être tendu pendant la campagne. Est-ce que vous pensez qu'il va appeler à voter pour vous? Est-ce que vous espérez un signe de sa part? Évidemment, j'espère un signe de sa part, mais je veux surtout m'adresser à ces électeurs et électrices en leur disant que ce qui sans doute vous a séduit chez Éric Piolle, c'est cette capacité à tendre la main aux autres partenaires politiques, et puis c'est aussi cette capacité à avoir une ambition écologique. Eh bien, c'est ce que je vous propose.
Moi, je vous propose qu'on ait cette ambition écologique. Et je vous propose de tendre la main à tous les partenaires, et y compris LFI, c'est-à-dire pas sans exclusive, du PS à LFI, sans exclusive. Mais simplement, il y a des temps en politique. Et là, le temps aujourd'hui, c'est d'affirmer l'écologie comme la force motrice de la gauche. Et puis, on verra après pour les discussions. Mais ce qui vous a plu chez Piolle, chez Éric Piolle, je pense que vous pouvez le retrouver chez moi. Pour l'instant, vous avez échangé depuis hier? J'ai échangé, je l'ai eu au téléphone, on a un rendez-vous dans la journée et je suis très heureuse de pouvoir échanger avec lui. Le corps électoral de cette primaire, il s'est élargi depuis la dernière fois, notamment suite à l'ouverture vers l'extérieur. On sait qu'il y a beaucoup d'insoumis qui ont de la sympathie pour vous. Certains ont même annoncé qu'ils avaient voté pour vous. Éric Coquerel était présent à votre dernier meeting de campagne. Quelles sont vos relations avec la France insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon ? Je respecte beaucoup le parcours politique de Jean-Luc Mélenchon, je respecte beaucoup son analyse politique, je respecte beaucoup aussi les militants insoumis et insoumises qui, pour beaucoup d'entre eux, veulent une rupture avec le système tel qu'il est actuellement, avec le libéralisme, avec le capitalisme. Et je leur dis, moi aussi je veux ça. Après, je ne suis pas sûre qu'il soit pertinent de parler d'alliance dès aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il faut installer l'écologie dans le paysage politique. Et que cette écologie nous permettra derrière d'avoir une dynamique bien plus grande que juste un accord de parti. Je rappelle que nous, les écologistes, nous avons gagné les municipales sur des dynamiques citoyennes, nous avons perdu les régions sur des accords de parti. Donc, pas d'impatience, mais par contre une construction solide, rationnelle, sur le moyen terme. Vous dites pas d'impatience, ça veut dire que vous n'excluez pas la possibilité d'un ticket avec Jean-Luc Mélenchon ? Ça veut dire que en février, il faudra que l'on se parle, mais que je dis à Jean-Luc, il sera le bienvenu aussi dans le mouvement de l'écologie politique. C'est quoi la suite ? Comment est-ce que vous comptez rassembler aujourd'hui les écologistes pendant ce second tour ? Est-ce que vous allez changer de stratégie ? Est-ce que vous allez ouvrir un peu plus ? Qu'est-ce que vous comptez faire pendant cette semaine ? Moi, j'ai une ligne qui est très claire depuis le début. Et c'est une ligne qui, finalement, parle aux personnes. Donc, je vais continuer ma ligne, je vais la poursuivre. Et évidemment, si on regarde les résultats de la primaire, je pense que 75% des électeurs, grosso modo, ont en fait voté pour une forme de radicalité, de rupture, de changement de système, de déverrouillage du système de consommation productiviste dans lequel on est. C'est ça que je vais porter. Merci beaucoup. Merci. Tara, est-ce que tu peux nous révéler l'identité du prochain candidat ou candidate aux élections que tu vas rencontrer ou ça reste encore secret ? Vous verrez la semaine prochaine. D'accord. On va donc patienter et on en profite pour faire un petit coucou aux trolls qui se sont complètement déchaînés dans le chat. On vous envoie beaucoup d'amour. Peut-être que ça va éteindre votre haine. Beaucoup d'amour et d'humour. Voilà, exactement. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci Tara, merci Théophile. On vous rappelle qu'on est encore au stade de l'expérimentation. Donc, on vous prie de nous excuser pour les petits problèmes techniques. Et on reçoit volontiers tous vos retours qui visent à construire cette matinale qui est votre matinale. L'argent, toujours l'argent. Et on vous demande de bien vouloir contribuer à faire vivre cette matinale. Rendez-vous sur la page Ulule que vous trouverez donc en description de la vidéo. Et on répétera, on ne cessera jamais de le répéter, que soutenir la matinale, c'est aussi faire vivre un média indépendant, intelligent et véritablement inclusif. Inclusif dans la mesure où finalement, même les médias qui sont considérés comme les médias de référence, l'agence France Presse par exemple, aujourd'hui, par exemple, fait la liste des candidats déclarés à l'élection présidentielle et en fait oublie certains candidats ou bien classifie à l'extrême gauche des candidats de gauche. Nous sommes obligés en réalité de bâtir une alternative et quelque part... à la droite. Et pas à l'extrême droite. Ouais. Enfin, il y en a d'autres qui mériteraient d'être à l'extrême droite. En tout cas, nous sommes obligés de bâtir une alternative. Nos bras sont petits, nos bras sont faibles. Quelque part, en fait, vu que les médias indépendants dans le style du média, c'est-à-dire ouverts à tous, finalement, se sont
installé, le média a fait des petits, et on a l'impression que c'est une bataille qui est déjà gagnée. Mais non, en fait, la bataille n'est pas gagnée. Nous avons besoin de plus de moyens, de plus de force, en fait, pour arriver à l'objectif. Et le fait même qu'aujourd'hui, on sente des petites tensions, des petits bugs, etc., ça signifie que nous avons besoin d'un souffle. Et ce souffle ne peut venir que du peuple, en réalité, parce que nous sortons de 20 années durant lesquelles les milliardaires ont accaparé les médias, la quasi-totalité des médias. L'État devient une sorte de marâtre pour le service public. La censure règne à France Télévisions, à Radio France. Il n'y a plus d'espace. Et donc, c'est à nous de créer ces espaces. Et je sais que certains considèrent qu'on les sollicite toujours, mais il faudrait qu'on comprenne tous que finalement, l'acte d'hier, c'est-à-dire acheter un journal tous les jours, s'est transformé aujourd'hui. Au lieu d'acheter un journal tous les jours, on peut s'abonner à un média indépendant. La particularité d'une autre étant que finalement, ceux qui s'abonnent payent pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'abonner. Et donc, on insiste un peu, mais bon, voilà, c'est la réalité. Des médias comme les nôtres ne survivront pas s'il n'y a pas un sursaut massif. Alors, on peut toujours nous reprocher d'être un peu ci, d'être trop ça, d'être pas assez ci, mais globalement, c'est un espace de liberté où il faut juste se mettre à l'idée le nombre de personnes qui ont été interrogées, qui ont été mises en valeur par le média, le spectre en réalité de tous ceux qui ont eu la parole ici, pour se rendre compte que pour l'élection présidentielle 2022, il faut que nous ayons les moyens de vous informer et de vous informer différemment des médias mainstream. Enfin, j'ai beaucoup parlé. Merci Théophile. Je vais m'arrêter. Effectivement, on a besoin de faire entendre nos voix pour équilibrer ce débat public qui est hélas pris en otage par les idéologues de l'extrême droite. Encore merci d'avoir été nombreuses et nombreux à nous avoir suivis. Le replay sera bien évidemment en ligne dans quelques minutes à peu près. Merci encore aussi pour vos innombrables retours enthousiastes qui nous touchent et renforcent notre détermination à vous proposer une matinale ambitieuse. À très bientôt. N'oubliez pas de tweeter avec le hashtag #contrematinale. C'est mon côté réseau social.